Chers auditeurs, bonjour, ici Youn pour vous présenter ce podcast où l'on parle de sport, de voyage, d'études et de développement personnel. Pour l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'accueillir Kolia, un bon ami à moi qui a toujours évolué dans le domaine de l'agriculture. Il a commencé comme berger dans le sud Gironde et il est aujourd'hui chauffeur agricole dans les Bouches-du-Rhône. Aujourd'hui, il est donc là pour nous parler de son parcours un petit peu atypique. Bienvenue Kolia, comment vas-tu ? Ça va et toi Youn ? Bah ça va super, merci d'être venu. Ça s'est fait un peu à la dernière minute. Ouais, un peu ouais. Mais c'est vrai que ça va être intéressant, ton parcours sort un peu des chantiers battus. Ouais. On va voir que ton parcours est tout autant intéressant, sans forcément avoir fait des études un peu plus classiques. Exact. Donc avant tout, peux-tu te présenter et parler un peu de ton parcours justement ? Eh bien moi je m'appelle Kolia Bonac, donc j'ai 21 ans. Alors j'habite, je suis originaire de Bazas, du coup de là où on est en ce moment même. Et du coup j'ai fait des études, j'ai commencé par un bac pro agricole. Donc tous les deux on était dans le même collège, c'est là où on s'est rencontrés. Et après je suis parti dans un lycée agricole à Oloron-Sainte-Marie dans les Pyrénées. Donc pour faire un bac pro. Donc, j'ai quitté le bac pro en milieu de première. Donc, parce que c'était en plein moment du Covid. Et c'était une semaine sur deux. Et puis c'était très compliqué pour aller à l'internat aussi parce que je partais le dimanche soir et tout, c'était un bordel. Donc voilà, mais après du coup j'ai quitté le lycée, j'ai été déscolarisé pendant 6 mois et du coup pendant 6 mois en fait je gardais les brebis de mes anciens patrons qui m'avaient pris en stage et pour le plaisir parce que je m'emmerdais un peu. Donc voilà, et après du coup je leur ai demandé s'ils pouvaient me prendre en alternance, ils m'ont pris en alternance, du coup après je suis parti au CFA de l'Aréole pour faire un BPREA. Donc c'est un brevet professionnel responsabilité d'exploitation agricole. Ok. Et du coup j'ai eu mon diplôme sur 2 ans. J'ai eu mon diplôme et du coup j'ai fini mes études en fin août 2023. Et après du coup j'ai trouvé mon travail en tant que berger dans les Bouches-du-Rhône, à Saint-Martin-de-Crau exactement. Et voilà. Intéressant. Ouais. Et comment t'es venu justement dans ce monde de l'agriculture ? C'était de ta famille était déjà dans ce monde avant ? Pas du tout. Bah après j'ai mon père qui était viticulteur dans les Graves. Sauf que le vin moi ça ne m'intéressait pas du tout. Ça m'intéressait pas du tout. Je trouve ça intéressant de comment faire le vin, mais c'est pas ce que je voulais faire du tout. Après j'ai mon cousin qui avait une chèvrerie, qui a toujours d'ailleurs une chèvrerie. Donc j'allais en 6ème ou quoi, j'allais travailler avec lui pour le plaisir parce que je kiffais ça. Et du coup c'est après partir un peu de ce moment-là que je voulais partir dans l'agriculture en fait. Ok, intéressant. Ouais. Et d'ailleurs donc ton cousin il vend du fromage au marché. D'ailleurs j'ai goûté, très très bon. Ça c'est parfait, tu me l'avais présenté. Ouais, il fait des glaces et tout aussi, il fait des bûches de Noël et tout. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Et du coup, c'est quoi exactement le métier de berger en fait ? Parce que de nom, c'est assez connu, mais comment ça se passe une journée un petit peu de type de berger, on va dire ? Alors, type de berger, en fait, ça dépend des bergers, parce qu'en fait, les vrais bergers en eux-mêmes, c'est ceux qui ont du coup de leur brebis et qui se trimballent un peu partout, tu vois. Ils se baladent un peu partout, ils n'ont pas d'endroit fixe en fait, tu vois. C'est un peu comme des SDF, on va dire ça comme ça. Okay. Mais ils se baladent un peu partout dans des vignes ou quoi. Et en fait, à la base, berger, c'est ça, c'est qu'ils entretiennent les vignes, ils vont tourner un peu partout avec leurs brebis. Et du coup, quand la saison des agnelages arrive, donc quand la mise bas va commencer à arriver, du coup, ils vont s'arrêter un peu pour s'occuper des agneaux, pour les laisser grandir et tout. Et après, ils vont repartir tourner. Et voilà. Donc moi, en fait, en tant que berger, là où j'étais en alternance, le matin, j'arrivais, je m'occupais des bêtes, je leur mettais du foin. Je buvais le café avec mon patron. De midi à 18h, moi je partais garder les brebis du coup dans le pré de mon patron. Donc on avait un tour à faire. Avec les brebis. Donc en fait c'était les brebis qui décidaient où aller. Et moi après en fait je devais juste les empêcher d'aller dans des prés spéciaux parce que l'agriculteur qui était là, il faisait pousser des trucs particuliers que les brebis devaient pas manger du coup. Et après pareil, on était à côté d'une nationale du coup comme il n'y a pas de clôture, c'est moi qui m'occupe à pas ce qu'elle passe pas la nationale quoi. Ouais. Pour qu'elle parte quoi. Donc voilà, je m'occupais de ça, donc c'était vachement tranquille mais vachement sympa tu vois. J'étais avec mes chiens, j'étais avec les chiens de mon patron et j'étais tranquille tout seul. Ouais, donc t'étais assez proche des animaux. Ouais, clairement. Faut pas avoir peur des animaux du coup pour faire ce métier. Faut pas avoir peur des chiens surtout parce qu'il y a pas mal de chiens. Ouais. C'est quelle race de chien que t'as ? Alors chez mon ancien patron, quand j'étais en alternance, il y avait des labris. Labri, c'est ces petits chiens un peu longs et tout, donc pour les brebis. Il y avait un border collie qui est décédé un peu plus tard. Et puis après, il y a les patous. Donc c'est les patous, c'est qui protègent le troupeau, qui sont là pour défendre le troupeau.
Donc voilà, ouais, c'est à peu près ça, l'abri et border collie en fait. Ok. Et donc, alors, je sais pas si tu l'as dit au début, mais t'as fait ça pendant combien de temps? J'ai fait ça pendant 2 ans. En fait, Ok. j'ai commencé mon premier stage que j'ai fait chez eux, c'était en 3ème. Et je me suis vachement bien accroché avec eux. Et du coup, après, j'ai fait mes stages tout mon stage de la seconde et mes stages que j'avais en première. Je les ai fait chez eux. Ok. Et après, du coup, ouais, donc en fait, ça doit faire 5-6 ans que je les connais perso. Ah ouais, donc c'est bien, t'as Ouais, t'as ouais. accroché quand même Exactement, avec eux. exactement. Et ce qui est bien avec ces patrons-là, c'est qu'il faut un truc particulier, ça s'appelle la transhumance. Allez, parlons-en. Voilà, donc il faut la transhumance. Donc en fait, la transhumance, c'est. Donc nous, avec cet élevage-là, de fin juin, on part généralement autour du 20 juin, on part à la montagne dans les Pyrénées, au-dessus de Lourdes, donc au lac d'Estaing exactement. On mène les brebis. On mène les brebis à la montagne pour qu'elles puissent se nourrir avec de l'herbe bien grasse et tout, avec de la nouvelle herbe, quoi. Parce qu'elles préparent l'agnelage, parce que l'agnelage arrive au mois de décembre. Donc il y a les béliers du coup aussi avec, comme ça les béliers se reproduisent avec les brebis tout l'été. Ok. Et du coup on reste jusqu'au premier week-end de septembre. Donc on est à 2500 mètres d'altitude. Ah oui, quand même. Ouais, on est vachement, en fait on est les bergers les plus hauts de la montagne là. Et du coup donc forcément mes patrons eux ils restent du coup 2 mois et demi, 3 mois en haut. Donc il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de Ah ouais. réseau, il n'y a rien, tu vois. Ah, c'est l'aventure. C'est vraiment l'aventure, tu vois. C'est juste une cabane en pierre. C'est vraiment ça avec une cheminée. Et du coup, avant de partir, forcément, tu te fais héliporter de la bouffe. Donc c'est toi qui te Ok. fais des big bags, tu vois, avec rempli de nourriture et tout, tu vois, avec du bois et tout le bordel pour te faire chauffer, parce que t'as pas le droit de couper d'arbres non plus, tu vois, parce que c'est une zone réservée. Ouais, bien sûr. T'as pas le droit de couper d'arbres Ok. ou quoi. Sauf si l'arbre il est mort, il est par terre, là, tu peux récupérer le bois, mais bref, t'as pas le droit de prendre du bois toi-même. Donc t'es obligé d'en apporter du coup en big bag aussi. Et du coup, c'est l'hélicoptère qui l'amène du coup à la cabane. Et donc, il amène la bouffe, tout le bordel quoi. Et du coup, après, tu te douches au torrent. Donc, le torrent, quand t'arrives fin Ah juin ouais, là-bas, ok. il fait 3 degrés, tu vois. Ah la Donc, vache. c'est compliqué. Là, à partir du mois de juillet-août, il est un peu plus chaud. Il doit faire 8 degrés. Donc, c'est un peu mieux, Ouais, mais ouais, c'est c'est pas sûr. fou non plus. Du coup, c'est génial parce que tu te douches au torrent, tu vois. Tu vas pêcher et tout parce qu'il y a plein de lacs autour. Donc, tu te fais des randonnées et tout. Et puis, tu pars pêcher du coup ta nourriture et tout. Et c'est génial, c'est génial. Et du coup, ils redescendent du coup au lac d'Estaing, parce que le lac d'Estaing, il doit être à 1200 mètres d'altitude. Et du coup, on redescend au lac d'Estaing, du coup, premier week-end de septembre. Ok. Donc le premier week-end de septembre, donc on arrive avec les brebis en bas, on les tond. Donc le lendemain, on les tond. Parce qu'il y a quoi, il doit y avoir 350 brebis. On tond les brebis. Eux, la laine, ils la gardent pour isoler leur maison. Parce Ok, qu'à chaque fois, intéressant. un peu tous les ans, ils agrandissent un peu leur maison eux-mêmes et tout, tu vois, ils isolent leur maison avec la laine de brebis, tu vois. Donc ça, voilà, ils économisent aussi sur ça. Et après, du coup, le lendemain de la tonte, on part, on fait la première étape. Donc on rentre des Pyrénées à Ayas, du coup, à côté de Bazas, à pied. On fait ça en 3 semaines. Ah ouais, donc c'est quand même un beau périple. Ouais, Donc, ouais. pour ouais. ceux qui connaissent pas, du coup, il y a combien de kilomètres à peu près Il y a entre à peu les près Pyrénées 340 km. Ouais, donc ça à pied, ça. Ouais, à pied, ouais. Ça le fait, hein. Ouais, c'est génial. Du coup, la première semaine, en fait, dans la transhumance, t'es vraiment encore dans la montagne, tu vois. Ouais. T'es dans la montagne et c'est vraiment des étapes magnifiques. Parce que tu vois Tarbes, tu vois plein de trucs et tout, tu vois, dans la montagne. C'est incroyable. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment un truc à faire, je pense, au moins une fois dans sa vie. Et du coup, ouais, après, à partir de la deuxième semaine, on arrive dans des villages. Et chaque village auquel on arrive, ils nous font la fête, en fait. C'est-à-dire ils préparent des repas Ouais, et ok, tout, je tu vois. vois. Ouais, c'est vraiment des étapes et ils savent que vous allez arriver. Exactement. Et ils vous accueillent vraiment. Exactement, les et bras tous ouverts, les ans quoi. on nous accueille à bras ouverts comme ça. Donc on a les repas et tout, du coup il y a aussi plusieurs repas, du coup il y a plusieurs personnes qui arrivent. Et puis nous ça nous permet aussi de vendre notre produit qu'on a fabriqué. Ah oui, du coup, d'accord, ok. Donc vous emportez la les. semaine Ouais, dernière. en fait, les produits, vous les prenez avec vous. Alors non, du coup en fait comme il y a plein d'amis de mes patrons qui viennent aussi, ils arrivent avec des remorques frigorifiques. Ok. Et du coup ils les apportent d'Ayas et ils viennent nous les apporter aux étapes où, D'accord. Ok, où on intéressant. y est quoi. Du coup en fait le truc c'est que sur la route du coup à partir de là on commence à prendre que la route. Donc il y a un camion qui est devant le troupeau pour avertir les voitures qu'il y a un troupeau quoi. Tu vois. Ah oui, oui, ok. Attention troupeau, il y en a un derrière avec une remorque pour y mettre les brebis blessées. Parce qu'il y en a qui boitent ou quoi, Ouais, des bien fois sûr. ça arrive. Ok. Donc on les met dans la remorque pour pas qu'elles marchent. Puis le soir en arrivant à la dernière étape, on les soigne et puis elles partent manger avec les autres. Donc non mais c'est vachement intéressant, je trouve ça. Ouais, c'est une ça expérience Exactement. extraordinaire en vrai. C'est Exactement. vrai qu'on parle souvent tu sais, des voyages un peu plus classiques, Ouais, mais ouais. je pense qu'un voyage comme ça, ça te marque en fait. C'est ta vrai, vie. mais vraiment. Ouais. Et tu l'as fait qu'une fois? Non, je l'ai fait depuis 2021, je l'ai fait tous les ans. Ah ouais, ok. Ouais, Et ouais. tu fais sur la totalité? Sur la totalité, ouais. Ok. Ouais. Et c'est pas trop éprouvant à la fin? Non, bah, après à la fin, bah, t'as même
t'es même déçu d'arriver en fait. Ouais, parce que tu t'habitues aussi. Exactement. 3 semaines Exactement. du coup. Ouais, c'est ça, c'est 3 semaines. 3 semaines ouais. à marcher tous les jours avec les C'est personnes ça. que tu côtoies au C'est quotidien, ça. les animaux. Après, tu rentres, tu te dis, bah, allez où la prochaine étape? C'est exactement ça. C'est Et- exactement ça. Et donc, en fait, du coup, la transhumance, c'est vraiment, il y a que celle-ci, ou il y en a un petit peu peut-être dans d'autres endroits en France. Bah, en fait, nous, on est la plus grande transhumance de France, même d'Europe, à faire ça parce qu'on est D'accord. la plus longue en fait. Sur 3 semaines, il y en a qui la font, mais c'est que sur 2-3 jours, tu vois. Ok, ouais, Et c'est pas pareil. non, c'est pas pareil. Après, je pense que après, au niveau du truc ou quoi, ça doit être pareil au niveau de l'organisation. Mais du coup, le truc aussi, c'est qu'on passe par 6 départements. Du coup, on est obligé de demander Ah oui. l'autorisation au préfet des départements pour savoir si on a le droit de passer. Ah oui, d'accord. Tu vois. Bon, tous les ans, ils acceptent parce que ça fait, ils ont commencé la première transhumance, c'était en l'an 2000. Ça fait 24 ans qu'ils la font. Du coup, forcément, ils acceptent sans broncher, quoi. Oui, ils savent que vous avez pas posé de problème. Exactement. Exactement. Le seul moment où c'était compliqué, c'était en 2020 pendant le Covid, tu vois. Ouais, bien sûr. 2020-2021, c'était compliqué. Donc on pouvait pas faire de fête en fait. Là, c'était que entre nous, tu vois. Ok. Donc les communes nous organisaient des repas, mais que pour nous en fait. Ouais, tu ouais. Ouais, c'était compliqué peut-être un C'était petit peu. très compliqué aussi pour vendre du coup notre produit aussi, tu vois. Ouais, il y avait moins de clients. Exactement. Naturellement. Exactement. Puis mec, il y a des fois où tu fais des étapes où il y a 500 personnes qui te suivent. Ah ouais, C'est un truc de fou. 500 Il personnes. y a Los, c'est dans les Landes, c'est pas très loin d'ici, à Bazas. Il y a 500 personnes qui te suivent. Il y a plus de personnes que de brebis. Ah, c'est impressionnant. C'est un truc de fou. Ah, ça c'est- doit vous faire plaisir ça quand vous C'est un voyez truc ça. moi, chaque année, ça m'épate. Ça va faire des frissons un petit C'est peu. un Tu truc dis, de il y a fou. 500 personnes qui Parce te que suivent dans ton ouais, parce aventure. qu'en plus, c'est là sur l'étape de l'os, c'est très long parce que du coup, tu marches à 3 km/h. Ouais. Tu vois, 3-4 km/h. T'as 12 bornes, 12-15 bornes. Ouais. Tu marches 4-5 heures, 4 heures à peu près. Et là, c'est long parce que dans les Landes, quand t'arrives dans les Landes, c'est que de la route et c'est que tout droit. T'as 3 virages avant d'arriver à l'étape. Ok, ouais. C'est super Un peu long. long. C'est super long. Les Landes, j'aime pas du tout parce que c'est vraiment très très long. T'es en plein cagnard, il y a pas d'ombre, tu vois, c'est une horreur. Mais quand tu vois les gens, tu te dis c'est bon, encore 1h30, 2 heures de marche, donc c'est bon. Et puis après, tu peux discuter avec les gens Ouais. derrière, tu vois. Tu discutes avec les gens, donc les gens te posent des questions et tout, tu vois, donc c'est génial, tu vois. Moi, Ouais, je ça trouve- passe plus vite en plus quand tu discutes Exactement, avec les gens. exactement. Donc tous les gens ils se mettent derrière le troupeau et du coup il en faut forcément des personnes aussi devant le troupeau pour ralentir un peu les brebis et tout. Et ouais, non, c'est vraiment génial. C'est un truc à Ça, faire. c'est trop bien. C'est vraiment un truc de fou. C'est un truc de fou. Putain. Et, J'adore. Et est-ce que tout le monde peut participer à une transhumance ou faut avoir un métier, un statut particulier? En fait, le truc c'est que nous on fait déjà l'équipe parce que du coup il y a une association qui s'est créée pour ce qui s'appelle la route de la transhumance. Ok. Et du coup, nous, on a 10 repas offerts D'accord. sur chaque étape, en fait, tu vois. Et du coup, nous, on fait l'équipe avant de partir. On doit faire l'équipe au mois de avril-mai, tu vois. Ok. Et vous Pour, partez quel mois? On part au mois le début septembre. D'accord. Ouais, donc ça On se fait quand même pas mal en avance. Ouais, ça se fait pas. l'équipe. Chaque année, au mois de décembre, il y a une réunion qui se fait. D'accord. Il y a une réunion qui se fait à Saint-Justin. Et du coup, ouais, c'est un truc de fou parce que tu fais les réunions et tout. Et ouais, après, il y a des gens qui peuvent venir. Il y a des gens qui peuvent venir avec nous pour faire des étapes, il n'y a aucun souci. Mais le truc, c'est qu'on ne pourra pas payer leur repas en fait. Tu vois, on pourra Ok. pas assumer leur repas en fait. Ah Faudra ouais, qu'ils je se vois. payent leur repas et tout. Faudra qu'ils prennent leur tente et tout, tu vois, enfin leur truc parce que du coup, on dort soit dans les camions, soit dans des tentes. tu D'accord, vois. ouais. Ah, donc Donc, c'est une organisation quand même. Ouais, c'est vraiment une très grosse organisation. Ouais, c'est, Et du coup, c'est tes patrons qui mènent un peu toute cette organisation? alors oui et non, eux ils vont au rendez-vous du coup forcément, Ok. parce que du coup il y a un président de l'association qui habite à Saint-Justin, c'est pour ça qu'on va là-bas. Et du coup c'est un peu eux qui gèrent ça, D'accord. avec mes patrons forcément aussi, tu vois. Mais ouais c'est ça quoi, parce que du coup on a créé forcément un peu plus compliqué, mais tu sais des comptes en banque pour la transhumance et tout, pour pouvoir payer l'essence pour les véhicules, tu vois, pour pouvoir louer le camion frigorifique, tous les trucs comme ça, tu vois. Ouais, ouais. Pour pouvoir payer les repas aussi. Donc voilà, c'est particulier, mais ouais, non, c'est. Ok, intéressant. Moi, j'adore. Et je sais que c'est un sujet qui fait un peu débat, mais quand t'étais berger, tu réussissais à bien vivre quand même de ton métier ou c'était. Bah après, compliqué. moi, on me payait parce que j'étais en alternance. Donc je t'ai payé 950 €, je crois, un truc comme ça, tu vois. Donc ils me payaient tranquillement, donc ça va. Après, c'est plus compliqué pour les patrons parce que du coup, en fait, ils vivent par rapport à ce qu'ils vendent, tu vois. Ok, ouais. Ils vont vivre, s'ils vendent pas de fromage, ils vont pas vivre, en fait, ils n'auront pas Ouais, de ce que salaire, en j'avais fait, cru tu vois. comprendre ouais, en écoutant un peu Ils auront pas de l'actualité, salaire. ouais. Donc Ok. c'est ça qui est compliqué. Après, voilà, pour eux, c'est ce que ça se passe. Enfin, ça se passait comme ça, pardon. Ça se passait comme ça, c'est-à-dire que ouais, s'ils vendent pas de fromage, ils ont pas de salaire, en fait. Tu vois, c'est ça. Ouais, le je truc. vois.
C'est ça le truc, c'est qu'ils peuvent pas vivre en fait. Compliqué un peu en fait en fonction des périodes peut-être. Ouais, bah après, comme tout l'argent arrive à peu près au mois de septembre, du coup, ils mettent un peu de côté aussi, tu vois, donc pour toute l'année, pour vivre, tu vois, pour s'acheter un peu de. Bah après, le foin, c'est eux qui font. Ils vendent aussi, après, ils ont plusieurs trucs de vente. Ils vendent le fromage, ils vendent des agneaux, ils vendent du fumier, ils vendent du foin parce qu'ils font beaucoup de foin. Ok. Qui vendent un peu de foin aussi, du coup, c'est quelques petites sources de revenus comme ça qui peut arriver un peu toute l'année sur le foin, le fumier et tout. Et du coup, voilà, c'est comme ça quoi. Et quand tu te lances dans ce milieu hors alternance, c'est pas trop compliqué de gagner sa vie justement. Alors oui et non, après c'est comme tout le monde, il y en a qui réussissent et qui arrivent à très bien vivre, il y en a qui réussissent très très bien, mais le problème c'est que dans l'agriculture c'est que tout est cher en fait. Ouais. C'est que tout augmente et tout est cher, que ce soit une machine agricole, le fuel c'est encore augmenté, tu vois, c'est un truc de fou, mais le fuel c'est avant, il y a 10 ans c'était moins d'1€ le litre, là c'est 1,35€ le litre, un truc comme ça, tu vois. Ah ouais. C'est que c'est l'inflation en fait, c'est vraiment ça, les milieux, que, exactement. Que vous, c'est en fonction de ce que vous vendez. Exactement. L'inflation vous impacte encore plus. Exactement, tu vois. Et c'est ce que je trouve dommage parce qu'on n'arrive pas à mettre en valeur l'agriculture française. On a beaucoup de mal. On y arrive un peu, mais c'est très compliqué, quoi. Parce que donc pour ça, je trouve ça très dommage de pas mettre plus en valeur l'agriculture française, en fait, tu vois. Ouais, je vois. Et dans ce milieu-là, tu gravis les échelons un petit peu? Ou quand t'as un métier, tu le gardes toute ta vie. Enfin, tu sais, t'as des types de métiers où tu peux monter un petit peu. Genre, tu fais berger, peut-être qu'il y a quelque chose au-dessus. Ou je sais non, pas après, généralement. Quand t'as un métier, vraiment, tu gardes celui-là. Ouais, généralement, c'est ça. Sauf si t'as pas de. Moi, du coup, comme j'ai pas encore mon troupeau. Par exemple, mon objectif à moi, c'est de monter mon troupeau, mais pas maintenant. C'est de monter mon troupeau. Mais du coup, après, moi, j'ai. Parce que dans l'agriculture, il y a plein de métiers, en fait, tu vois. Il y a mécanicien, tu vois, il y a chauffeur agricole comme je fais en ce moment, il y a berger, il y a éleveur de vaches ou quoi, tu vois. Ouais, c'est un immense donc, secteur. c'est ça, il y a beaucoup de métiers en fait dans l'agriculture qui sont rassemblés par l'agriculture mais qui sont pas pareils, tu vois. C'est-à-dire que si tu mets un mec qui conduit des tracteurs dans un troupeau de brebis, il sera perdu. Ouais, bien sûr. Il sera rien faire, tu vois. Normal. C'est pareil, moi je suis arrivé, j'étais berger, je suis arrivé en ce moment en tant que chauffeur agricole, j'y connaissais rien. Ouais, on va y venir après. J'y connaissais rien du tout. Enfin, du coup, c'est pour ça, il y a plein de trucs différents. Mais ça reste dans le même domaine de l'agriculture, quoi. Ouais, mais c'est un métier de passion du coup. Exactement. Si t'es pas passionné, c'est compliqué. C'est très très dur, c'est même pas possible en fait. Si y a un mec qui est dans l'agriculture, qui est pas passionné, qui bosse dans ça, c'est pas possible. Ouais. Donc toi t'es heureux là dans ce dans ce milieu-là. Clairement, moi je me tu régale. Voulais faire et ce que t'aimes faire. Hein. Je me régale. C'est bien. Et du coup en termes de diplôme, t'as obtenu quoi pour pouvoir faire le métier que tu fais aujourd'hui par rapport à l'alternance et tout? Je sais pas si t'as obtenu un diplôme. Ouais, j'ai obtenu un diplôme, du coup j'ai obtenu un BPREA comme je le disais tout à l'heure. BPREA, ok, d'accord. Donc le brevet professionnel à responsabilité d'exploitation agricole. D'accord. Donc en fait t'es obligé, même si tu veux t'installer, t'es obligé d'avoir un diplôme. D'accord, ouais, ça c'est intéressant. Au niveau du gouvernement, t'es obligé d'avoir un diplôme. Ouais, c'est intéressant. Et en plus de ça, c'est que si tu t'installes avant tes 40 ans, t'as le droit à des aides. Des aides de l'État pour t'installer. Donc si tu t'installes après tes 40 ans, t'as pas le droit aux aides. Mais t'es obligé d'avoir un diplôme. Okay. Là par exemple sur ça, je vais prendre l'exemple de mon père. Quand il a acheté un vignoble du coup dans le Grave, il avait plus de 40 ans, mais il était obligé de passer un diplôme. Ouais. Il avait pas le droit aux aides, mais t'es obligé d'avoir un diplôme pour justifier au niveau du gouvernement que t'as fait les études pour ça, tu vois. Parce que t'as beaucoup de réglementation aussi dans le vin, tu vois. C'est connerie un peu, mais t'as beaucoup de réglementation. Donc t'es obligé de savoir tout ça, quoi. Ok, mais ça c'est intéressant à savoir, le fait que faut quand même avoir le diplôme est obligatoire. On dit souvent que les diplômes ça sert pas à grand chose et tout, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de métiers où en fait faut quand même si c'est juste un petit, il faut toujours avoir ce petit bout de papier quand même pour les différentes réglementations. Exactement. Donc c'est intéressant. Et donc tu peux nous parler aussi un petit peu du métier que tu fais aujourd'hui et de comment du coup t'es passé de la Nouvelle-Aquitaine à plus le sud de la France. Et du coup, alors aujourd'hui en ce moment même, je suis chauffeur agricole dans une grande entreprise. Bon, je vais pas citer le nom, mais dans une grande entreprise d'agriculture aussi. Mais du coup, moi j'ai fini mes études en fin août 2023. Du coup, tout septembre, j'ai fait la transhumance. J'ai continué à faire la transhumance avec eux. Du coup, octobre, j'avais pas de travail. Je travaillais avec ma soeur qui était maraîchère, du coup, à côté de la Réole. Et du coup, je travaillais avec elle. Et on m'a envoyé une annonce sur Facebook, quelqu'un qui cherchait un berger. Du coup, j'envoie un message, je dis c'est nickel, moi j'ai fini mes études et tout, tu vois, je veux postuler, quoi. Donc j'envoie un message, je l'ai au téléphone, et je dis mais c'est où? Elle me dit c'est à Arles. Je dis c'est où ça? Elle me dit c'est dans le sud de la France, vers Marseille. Je dis quoi? Je dis moi ça tombe bien parce que je veux un peu quitter l'endroit où je suis, tu vois, parce que ça fait 20 ans que j'habite à Bazas, et je veux un peu partir, tu vois.
j'en ai un peu marre d'ici, donc autant que je me casse. Donc c'était nickel, je suis parti. J'ai embauché le 5 novembre en tant que berger du coup à Saint-Martin-de-Crau exactement. Et du coup mon contrat de berger s'est terminé fin juin de l'année dernière, enfin de cette année. Et du coup je voulais rester dans la région parce que j'avais le rugby, je me suis fait des potes et tout. Donc je voulais rester dans la région et j'ai trouvé du coup ce travail-là en tant que chauffeur agricole à côté de Saint-Martin-de-Crau. Et j'ai postulé parce que je voulais aussi découvrir un peu le monde du tracteur et tout, tu vois. Ouais. Parce que moi j'aime beaucoup aussi les tracteurs, j'aime beaucoup en conduire, sauf que je n'en avais jamais réellement conduit, tu vois. J'avais conduit que le vieux tracteur qu'il y a chez moi, tu vois, c'est pas un truc de fou. Sauf que là, j'arrive dans une entreprise qui est gigantesque, qui a des tracteurs partout, qui a des énormes tracteurs, tu vois. Moi, j'avais jamais connu ça de ma vie. Je me suis dit, bah, c'est bon, du coup, j'ai envie de bosser dedans et pour découvrir aussi ça, tu vois. Pour découvrir une nouvelle branche de l'agriculture, quoi. Ah ouais, ok. Donc c'est génial, ils m'ont pris, donc voilà. Donc maintenant, je suis chauffeur agricole dans une maraîchère. Maraîchage, pardon. Ok, super. Et ça va, tu te plais là-bas? Ouais, enfin, franchement. Du coup, ça doit te changer un petit peu. On en parlait un petit peu avant en podcast, mais ça doit te changer un petit peu du climat de Bazas. Ouais, clairement. C'est le sud, clairement. quoi. C'est le sud. C'est ce que je disais à Youn tout à l'heure. C'est particulier parce que l'été, ici, par exemple, à Bazas, il fait vachement humide. Donc il fait vachement lourd. Alors que là-bas, c'est sec, tu vois. Donc c'est vachement plus agréable de travailler en plein été là-bas qu'ici, tu vois. Ouais, bien sûr. Il fait toujours chaud, tu vois. S'il fait 34 là-bas, il fera 34 ici, tu vois. Mais il fait toujours chaud, mais c'est beaucoup plus agréable quand même qu'ici parce qu'il fera beaucoup plus lourd ici parce que c'est vachement humide, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc c'est ça, quoi. Donc ouais, c'est un climat totalement différent, c'est un paysage aussi totalement différent. C'est pas du tout le même paysage, il y a des collines partout. C'est un peu pas désertique, mais c'est. Ouais, les collines qu'il y a là-bas, puis c'est vachement protégé aussi, tu vois. Toutes les collines qu'il y a là-bas, c'est vachement protégé, c'est réglementé et tout. Donc c'est génial, quoi. Et ton contrat, il dure combien de temps? Enfin, tu sais, l'année prochaine, tu... Bah alors, moi, je suis arrivé, du coup, j'ai commencé le 1er juillet, là où je bosse en ce moment. Donc j'avais un contrat CDD saisonnier pour faire la saison. Et du coup, quand je suis revenu, parce que je me suis blessé à la main fin août, j'ai eu un mois d'arrêt. Du coup, quand je suis revenu le 1er octobre, j'ai demandé à mon patron si je pouvais pas avoir un nouveau contrat, donc soit un CDI ou quoi. Il a pas voulu parce que du coup, justement, j'ai fait un peu la connerie aussi de lui dire que je voulais partir en Nouvelle-Zélande pour aussi partir là pour bosser. On va y venir après. Ouais. On va y venir après. Mais du coup, voilà, lui, il voulait pas me signer de CDI, ce que je comprends totalement aussi, tu vois. Et du coup, là, pour l'instant, je suis toujours en contrat saisonnier, mais en fait, j'y reste toute l'année, tu vois. Ok. Donc, d'accord. Donc, voilà. Donc là, t'es revenu un peu pour les vacances. Ouais, pour les vacances de Noël. J'ai posé 2 semaines de vacances. Ok, donc dans 2 semaines après, tu. Ouais, c'est ça, je repars le 4. Du coup, t'es arrivé il y a pas très longtemps. Je suis arrivé samedi soir. Ah ouais, ok. Ouais. Donc, ok, super. Et bon, t'as évoqué un petit peu la Nouvelle-Zélande. On va y venir. C'est vrai que du coup, comme je disais dans les podcasts, on parle souvent d'échanges universitaires, de voyages. Mais toi, tu fais berger, t'es dans le milieu de l'agriculture, mais ça t'empêche pas de partir peut-être à l'autre bout du monde. Exactement. Pour réaliser tes rêves, on va dire. Exactement. Donc, tu peux nous parler un peu de ce projet-là en Nouvelle-Zélande? Alors, mon projet en Nouvelle-Zélande, c'est du coup travailler avec les élevages de brebis qu'il y a là-bas. Parce que là-bas, c'est des cheptels, du coup, un cheptel, c'est un troupeau, donc là-bas, c'est des troupeaux de 10 000 brebis, en fait, tu vois. Ah ouais. Donc c'est pour l'agneau, tu vois, c'est pour vendre de l'agneau et pour la laine aussi, tu vois. Ok. Parce que moi, je sais pas tondre la brebis, ça fait 6 ans que je travaille dans l'élevage de brebis, je sais pas tondre, tu vois. J'aimerais bien apprendre à tondre aussi, tu vois. Et là-bas, c'est pour la laine et pour l'agneau, tu vois. Donc, comme c'est des troupeaux de 10 000 brebis, ce serait que un avantage, tu vois. Et du coup, ouais, travailler là-bas pour ça, parce que déjà, c'est un pays que j'admire beaucoup, par rapport au rugby aussi. Ouais. Et par rapport, parce que c'est des paysages juste à couper le souffle qu'il y a là-bas, tu vois. Ouais, ça, il faut le dire que t'es un fan de rugby aussi, avant tout. Donc, et ça, c'est aussi peut-être un facteur qui t'a aidé dans le sud pour peut-être rencontrer des gens. Clairement. Clairement. Là, on parle pas vraiment de ton métier, mais c'est vrai que le sport, en fait, c'est aussi peut-être un moyen de facilement rencontrer des gens, notamment quand tu arrives dans une ville que tu connais pas. Tu peux nous en parler peut-être un petit peu? Exactement. Mais tu vois, quand je suis parti dans la région, du coup, dans les Bouches-du-Rhône, donc je suis passé de voir mes amis tous les jours, ma famille tous les jours, donc toujours être avec des gens, avec des personnes, à plus rien. Parce que là où j'habitais vraiment en campagne, j'habitais au milieu des champs, il y avait personne, j'avais même pas de réseau, tu vois, c'était un truc de fou. J'avais pas de réseau. Et donc je suis passé de cette vie-là à voir tout le monde, à sortir un peu tous les soirs et tout, à plus rien. Mais quand je te dis plus rien, c'est vraiment plus rien, j'étais tout seul, tu vois. Ah ouais. Tout seul. Et du coup, j'étais vraiment déprimé sur les 2 premiers mois, j'étais vraiment déprimé. Non, 2 premiers mois, sur les premiers mois, j'étais vraiment déprimé et j'en pouvais plus. Du coup, je m'étais même dit si j'allais pas rentrer à Bazas, en fait, parce que vraiment, j'étais ouais, ça fait un mort. choc, Ouais, en fait. Ça fait un choc de fou, tu vois. Et après, je me suis dit, bah attends, je dis parce que je fais de la boxe aussi, je dis, bah attends, il y a un club de boxe à côté, je vais aller voir. Du coup, j'ai commencé la boxe à côté.
Et après, j'ai dit, mais attends, je fais du rugby aussi. Du coup, j'ai cherché un petit club de rugby à côté de chez moi. Et du coup, j'ai trouvé le Saint-Rémy, le 15 de Saint-Rémy. Et j'y suis allé. Et puis là, depuis ce moment-là, je me suis dit, mais c'est bon, je pars pas, je reste. Ouais. Et là, je me suis lié d'amitié avec tout le monde parce que c'est vachement familial, bon, comme dans tous les clubs de rugby, tu vois. Dans tous les clubs aussi, tout court de sport. Ouais, je pense dans le sport, ouais. Dans le sport, c'est vachement familial en fait, tu vois. Parce que tu fais le même sport, t'aimes le même sport, donc tu joues ensemble en collectivité. Donc forcément, c'est vachement bien, tu vois. Donc, c'est génial. Du coup, ouais, tu connais tout génial. le monde. Ouais, je connais beaucoup plus de monde. Ouais. Et du coup, j'étais surtout resté avec un mec au rugby. Et du coup, j'ai commencé à sortir avec lui, aller boire des coups avec lui, tout avec lui. Et il m'a rencontré du coup d'autres potes. Et du coup, avec ses autres potes, c'est devenu mes meilleurs amis aussi, tu vois. Ouais, ok. Du coup, avec ces amis-là aussi, on sortait en boîte, on voyait d'autres potes et tout, comme on faisait rencontrer. C'est génial. C'est génial, tu vois. On part d'un mec du rugby à ce que je connaisse 300 personnes là-bas, tu vois. C'est la beauté du sport. Hein. Exactement, c'est vraiment ça. Et du coup, tu joues à quel niveau ? En Régional 2. C'est pas mal. Vraiment pas. Ah bon? En dessous, au foot, c'est pas mal. Ah oui, d'accord, ok. En dessous, c'est du badminton, gros. En fait, au rugby, c'est particulier, ça fait R3. Ah oui, Régional d'accord. 3, Régional 2, Régional 1. D'accord. Y a pas départemental? Non, après c'est Fédéral 3, Fédéral 2, Fédéral 1, après c'est National, après c'est Pro D2, Top 14. Ah ouais, d'accord, parce que oui, du coup, au foot, on a 4 divisions départementales avant. Ça, ouais. Donc c'est plus la D4 où c'est le badminton avant. Ouais, c'est ça, R2, c'est ça. Donc, nous, juste en dessous, on a un autre niveau, du coup, c'est la Régional 3. Du coup, la Régional 3, en fait, c'est vraiment que du loisir. Tu fais ça que même pas pour gagner, là, tu t'en fous, tu vois. Là, en R2, le but, c'est quand même d'essayer de monter en R1. Donc, après, en R1, le but, c'est de vraiment monter en Fédéral 3, tu vois. En fait, ça monte tout le temps comme ça. La R1, ça commence à être un petit peu sérieux. Légèrement, en fait, quand ça commence à devenir sérieux, c'est quand t'arrives en Fédéral 3, en fait. Ouais. Quand tu montes après la R1, c'est la Fédéral 3. Là, ça commence à devenir des matchs plus costauds, plus durs, plus physiques. Et voilà. Parce que nous, là, en R2, on fait que perdre, mais on s'en fout, tu vois. Au moins, en vrai, il y a la troisième mi-temps. Exactement, mais là, t'inquiète pas qu'on perd pas sur ça. Sur ça, on est T'as les clubs de R2, R3, je pense qu'on peut pas les battre dessus. Écoute-moi, là, ça va être compliqué pour les autres, là, je te le dis. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est que du coup, dans les Bouches-du-Rhône, on joue aussi contre des Corses. Nous, on a Ajaccio dans la poule. Du coup, on part à Ajaccio. On prend l'avion. Et petite anecdote, on est interdit de ferry. Notre club est interdit de ferry. Oh là là, j'aimerais savoir pourquoi. Parce que après, j'étais pas arrivé dans le club encore, mais on m'a dit qu'on était interdit de ferry parce que ils avaient tellement bu dans le ferry au retour du match, alors qu'ils s'étaient pris de branlée, ils s'étaient pris 80-0, je crois, un truc comme ça. Ils avaient tellement bu dans le ferry au retour qu'ils avaient fait un cache-cache. Parce que tu sais, le ferry ça dure 7-8 heures, tu vois. Ouais, c'est long. Et du coup, ils avaient fait un cache-cache, ils s'étaient cachés au-dessus de la cabine du capitaine. Oh la vache. Et ils avaient cassé un carreau. Oh là là. À l'est tomber, du coup, forcément, le capitaine il a pété un star, tu vois. Il a pété un boulon et tout, donc non, c'était un truc de fou. Du coup, ils sont interdits de ferry. Du coup, maintenant, on y va en avion. Et même dans l'aéroport, on fout le bordel. Dans l'aéroport, on est là, avec de la musique, avec des bières et tout, tu vois. Après, moi, je pars du principe le temps que tu vas pas faire chez les autres. Parce qu'il y a des gens qui font des conneries dans les aéroports, dans les gares. Ouais. Mais toi, c'est vraiment des conneries, c'est pas drôle et c'est juste pour faire chier les gens. Ouais. Et là, t'arrives à un niveau où toi, y a rien qui est drôle. Ouais, c'est ça. C'est sûr que même les vôtres, il y a certaines personnes, ça fait pas rire. Ouais, mais toi, tant que c'est bon enfant et que tu vas pas, ça impacte pas la vie des autres. Exactement. Honnêtement, c'est la jeunesse aussi. Exactement. T'es là pour après, rigoler, c'est ça. Après, les gens, ils le voient, il y en a plein qui sourient. Bon, forcément, il y en a qui sourient pas, tu vois. Mais parce que quand on arrive, on met un peu de musique ou quoi, on est tous ensemble, on chante un peu, tu vois, on chante des chansons un peu paillardes et tout, ça fait rigoler les gens, tu vois. C'est rigolo, c'est les copains. Voilà, c'est rigolo, c'est les copains, comme on dirait, tu vois. Mais ça fait rire un peu les gens, tu vois, donc ça va un peu plus les soulager, tu vois. S'il y en a qui ont le stress de l'avion, peut-être qu'on arrive dans l'avion, ça va peut-être un peu les soulager. C'est une connerie, peut-être, tu vois. Mais... Non, mais c'est vrai, hein. Moi, je pense que oui. mais voilà, tu vois, c'est plein de petits trucs comme ça. Donc les gens ils vont être plus ouverts que si on arrive et on fout le bordel partout en disant rien, tu vois. Là on arrive avec une petite enceinte, on met pas la musique à fond, mais on met un peu de musique, on chante et tout, on a les bières et tout, on propose des bières à tout le monde, tu vois. Mais sûr. Le rugby, toi, c'est plus connu vraiment pour ça, pour toi, c'est bon enfant, c'est. Ouais, c'est sûr. Toi, quand tu vois des rugbymen, mais à La Rochelle, tu vois, après les matchs, je pense que j'ai jamais vu des ambiances comme ça. Ah oui, c'est sûr. Surtout que La Rochelle, ça a pété encore plus parce qu'il y en a qui sont champions d'Europe, double champion d'Europe. Forcément, ça a dû encore plus péter. Ah ouais, La Rochelle, justement, c'est ça qui est génial. Ouais, rester un peu sur le rugby, c'est ça que moi je connaissais rien du tout au rugby.
Et je regardais j'ai fait les finales dans la ville et je demandais un peu, ouais, là, qu'est-ce qui se passe? Je connais rien. Ouais. Je connaissais rien. Un mec qui tapait au pied, je faisais, mais pourquoi il tape au pied? Normalement, c'est interdit. Ouais, c'est ça. Et toi, les gens, ils sont sympas, ils t'expliquent et tout. Et t'es dans l'ambiance, en fait. Et au bout d'un moment, je kiffe le rugby. Et toi, je supporte Bordeaux au foot, mais au rugby, en fait, je peux pas supporter Bordeaux parce que j'ai découvert le rugby à La Rochelle. Ouais, forcément. À un moment donné, toi, je suis obligé. Mais là-bas, c'est une religion à La Rochelle, le rugby. Ah ouais, c'est un truc de fou. Je passe pas une journée sans croiser un mec qui a au moins un truc. Mais c'est comme à Toulouse. À Toulouse, c'est plus rugby. Enfin, moi, de mon côté, je pense que c'est plus rugby que foot. Après, même si le foot est très connu aussi à Toulouse. Oui, ça commence maintenant. Ouais, même si ça commence à vraiment apprendre beaucoup. Et non, mais le rugby, c'est quand même, moi, je trouve ça super. Hein. Ouais. J'adore. Mais comme quoi, voilà, pour résumer un peu, le sport, c'est quand même un. Mais ça fait beaucoup de choses. C'est très important, même pour pouvoir rencontrer des gens. Si vous arrivez dans une ville que vous connaissez pas, s'il y a bien un endroit, bon, il y a les bars, bien évidemment, mais le sport. Peu importe le sport, quand on arrive, même à notre âge, tu vois, tout le monde est assez mature quand même. Ouais. Tu vois quelqu'un qui est tout seul dans un club de sport, il y a toujours quelqu'un qui va venir te voir, t'accueillir. Exactement. Donc si vous vous sentez seul et tout, n'abandonnez pas. Toi, tu disais que tu t'avais hésité peut-être à revenir à Bazas. Exactement. Mais il faut pas abandonner, il faut aller dans un club de sport, sortez. Et en fait, il faut sortir de sa zone de confort aussi des fois. C'est vraiment ça. C'est très important. Et alors du coup, pour revenir un petit peu sur la Nouvelle-Zélande, t'as une date un petit peu de départ ou pas trop encore, c'est encore un petit peu flou, alors moi j'aimerais partir début 2026. Ok. Donc là je travaille encore du coup là où je bosse en ce moment jusqu'en décembre de l'année prochaine. Ok, donc un an un petit peu. Encore à peu près un an. Et après pour revenir ici puis m'occuper de la Nouvelle-Zélande pour partir quoi. Ok, donc j'aimerais partir dans début 2026 quoi. Ok, donc t'économises déjà un petit peu. Ouais. Parce que c'est un pays qui coûte un petit peu cher. Ouais, puis surtout après pour le diabète aussi, tu vois. Oui, c'est vrai. Parce que je suis diabétique aussi. C'est vrai, Ouais, c'est vrai que c'est intéressant de parler de ça, parce que du coup, je suis diabétique aussi pour les personnes qui me connaissent pas. Et c'est notamment un truc qui nous lie. Et du coup, le diabète en Nouvelle-Zélande, ça se passe comment? Tu t'es un peu renseigné justement? Alors, je me suis renseigné, donc par exemple, ils demandent déjà, sans diabétique, ils demandent une certaine somme pour partir, tu sais. Pour être à tes frais et toi, tu vois, pour pas que tu dépendes du pays. Donc ils te demandent une certaine somme sur ton compte en banque. Et en tant que diabétique, du coup, donc moi je vais partir avec mes provisions parce que moi j'ai une pompe à insuline que toi t'as pas. Ouais. Tu vois. Donc moi je vais partir avec toutes mes pompes à insuline, mais je vais peut-être pas partir avec toute l'insuline qu'il me faut pour un an, tu vois, parce que je vais partir à peu près un an là-bas. Je vais pas partir avec un an d'insuline avec moi, tu vois, parce que ça ferait des flacons, mon gars. Truc de fou, tu vois. Je vais devoir prendre 3 valises juste pour moi, c'est ce que je fais pour mes échanges universitaires. T'inquiète pas que la valise, la moitié remplie de diabète. C'est un truc de fou, c'est rempli, tu vois. Donc comme pendant un an, je vais pas revenir ici, tu vois. Alors j'ai vu un peu avec mon prestataire qui m'envoie les pompes. C'est soit si j'ai plus de pompes, soit je pars dans une île française à côté. Et c'est chiant aussi parce que du coup ça sera mes frais, il faut que je parte du coup dans une île française à côté pour qu'on puisse m'apporter les pompes, tu vois. Parce qu'ils peuvent pas l'envoyer en Nouvelle-Zélande, tu vois. Ok. Donc c'est ça qui est chiant. C'est dommage ça. Ouais, c'est ça qui est pénible. Et après ils demandent je crois une somme un peu plus conséquente puisque t'es diabétique du coup en Nouvelle-Zélande. Ok. Donc c'est aussi pour ça que j'économise un peu plus pour partir là-bas quoi. Ok. Et pour rester un peu sur le diabète et sur plus la vie de berger, quand t'étais berger avec le diabète, c'était pas trop compliqué, tu gérais bien, même pendant la transhumance, comment ça se passait? Alors du coup pendant la transhumance, pareil, du coup je partais avec mon insuline et tout. Et du coup je partais avec mon insuline, je partais avec toutes mes provisions pour le diabète en fait, tu vois. Et ça se passait bien, t'avais pas de problème? Ça se passait nickel. Et je faisais très attention justement parce que moi mon problème à moi c'est que quand je fais des soirées, les matins je fais beaucoup d'hypo, sauf que ça me réveille pas. Ouais. Tu vois, du coup on est obligé de me faire un glucagon. Le glucagon c'est une piqûre. Ah, tu l'as déjà fait toi? Ouais, je l'ai fait plein de fois. J'ai arrêté de compter. J'ai arrêté de compter. Franchement c'est ma phobie. C'est un truc de fou. Puis en plus ça fait mal. Ah bah ouais, tu m'étonnes. On passera à l'endroit où on se le met en plus. C'est particulier. Le glucagon, du coup c'est une piqûre de sucre pur qu'on te met du coup dans le corps et ça te réveille en l'espace de 2 minutes. C'est dans la fesse en plus, non? Soit partout. Ah ouais? Moi on m'a dit c'est dans la fesse, j'ai fait mais jamais tu me fais ça. Hein. Mais après moi on me l'a fait une fois dans la fesse, mais ça réveille direct. En fait, moi ça me réveille mais à la douleur, tu vois. Ouais, l'aiguille ça me réveille à la douleur, mais c'est vraiment ça. Après pareil on me l'a fait à la jambe, tu vois, on pince tellement fort la jambe et par-dessus le jean et tu vois. Et c'est particulier. Mais du coup mon problème c'est que quand je fais des soirées, du coup le matin généralement je me réveille pas à cause de l'hypo, tu vois. Ah ouais, c'est ça me réveille pas du coup voilà. Du coup c'est pour ça que c'est ce que je fais attention. Parce que du coup en soirée il y a des fois je mange pas. Donc quand je mange ça me réveille le matin, tu vois. Mais quand je mange pas, forcément je fais une hypo nocturne et j'arrive pas à me réveiller. Mais du coup en transhumance je fais toujours gaffe parce que toujours en transhumance tous les soirs on fait un peu la fête, tu vois. On se couche toujours aux alentours de 1h30, 2h du matin, tu vois. Une grand max 2h.
Et du coup, ouais, c'est ça qu'il faut, c'est que moi, du coup, dans tous les soirs, quand on sait que je vais me coucher un peu tard, je m'oblige à manger, même si j'ai pas faim, je m'oblige à manger pour justement pas être en hypo le lendemain matin, quoi. Ouais, mais déjà c'est bien d'avoir détecté le problème, de savoir que dire oui, on gère super bien, enfin on a tous un peu des petites failles. Hein. Exactement. Moi ça m'est arrivé aussi, tu vois, tu te réveilles le matin, t'as une énorme hypoglycémie. Moi je suis jamais arrivé au point du glucagon, j'ai toujours réussi quand même à gérer. J'ai déjà été à 2 doigts une fois en Roumanie, je me rappelle, je crois que j'avais déjà raconté, mais à 2 doigts vraiment du glucagon. En plus, les pompiers roumains, je sais pas s'ils savaient ce que c'est. Donc là, t'as les pompiers roumains qui te mettent une piqûre dans la fesse dès le matin. Je pense que tu t'en souviens toute ta vie après. Je pense mais j'ai réussi à l'esquiver. Moi, c'est un truc qui me fait super peur. Hein. Mais c'est bien de savoir le problème et d'essayer justement de régler ça. Mais c'est vrai que l'hypoglycémie, c'est un truc qui est pas facile à gérer. Surtout quand tu fais un petit peu la fête. C'est vrai que c'est un truc quand on arrive, bah toi, 18, 19, 20 ans. C'est un truc qui commence à. Bah, tu fais de plus en plus la fête et il faut savoir gérer ça tout seul. T'as plus les parents maintenant pour dire fais attention, il faut gérer ça tout seul. Et c'est un truc quand même qui est assez important, mais c'est bien que tu réussisses à avoir le problème. Et en Nouvelle-Zélande, c'est vrai qu'il ne faudra pas déconner, je pense. Non, mais ouais, c'est ça. Parce que quand t'es à l'autre bout du monde, moi aux États-Unis, des fois j'ai eu quelques soucis et tu te dis d'un coup que c'est plus compliqué. Parce qu'en France, toi, t'as un problème en plein milieu de n'importe où, tu trouves une pharmacie. C'est ça. Tu peux toujours. On peut toujours régler le problème. Quand t'es dans un pays, dans un autre continent en plus, d'un coup ça change. Hein. C'est pas pareil. Hein. C'est une autre langue, donc faut avoir tout le vocabulaire exactement. particulier à la maladie. Et c'est pas pareil quoi. Exactement. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend aussi, hein. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Hein. Exactement. Si tu fais pas d'erreur, t'apprends rien. Exactement. Donc paradoxalement, on aura fait études, développement personnel, sport, voyage. Aura fait les 4 sujets. Exactement. Donc pour finir, normalement, je demande à l'invité qu'est-ce qui t'inspire un petit peu au quotidien. Je sais pas si soit une personnalité, une citation, un livre, un podcast, un film, peu importe. Juste quelque chose qui t'inspire, qui te motive au quotidien dans ce que tu fais. Honnêtement, c'est l'amour de mon métier. Ouais. Parce que j'aime tellement ce métier que j'ai pas envie de le lâcher. Et avec tout ce qui se passe en ce moment, que ce soit le Mercosur ou tous les trucs comme ça par rapport à l'agriculture, c'est très compliqué. Bien sûr. Donc même si je sais que j'ai envie de m'installer, j'ai peur de m'installer aussi, tu vois. Donc, je vais pas m'installer, moi je compte m'installer d'ici 10 ans, un truc comme ça. Comme ça, parce que j'ai envie de prendre de l'expérience aussi, parce que pour moi j'ai pas assez d'expérience pour avoir mon propre troupeau. Donc voilà, faire ma propre expérience aussi. Mais j'ai envie de m'installer, mais j'ai peur de m'installer avec tout ce qui se passe. Et c'est ce que j'ai pas envie de lâcher en fait. J'ai pas envie de lâcher parce que j'aime tellement mon métier, j'ai pas envie de le lâcher et j'ai pas envie de le laisser tomber en fait, tu vois. Il m'a apporté tellement de choses ce métier que je peux pas le laisser faire en fait, tu vois. Je peux pas laisser partir cette occasion là, tu vois. C'est beau ça. Et justement, si t'avais un petit jeune, on va dire, qui veut justement se lancer dans ton métier, mais qui en allumant la télé se dit non, en fait c'est pas possible, j'ai pas envie de me lancer dedans, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Est-ce que tu lui dirais de continuer? Non. Ah ouais? Non. Déjà, si t'as un doute, bien sûr, mais si tu veux commencer le métier et que t'as un doute, ça va être très compliqué. D'accord, ok. C'est très compliqué, vraiment. Moi je pense que ce métier là c'est vraiment par passion, et si t'as un doute dès le départ, ça va être très compliqué, ça va être très dur, tu vois. Moi pour l'instant j'ai pas de doute parce que j'aime tellement ce métier que je vais pas le lâcher. Donc je sais que je vais monter mon truc. J'ai peur de ce qui peut se passer, avec toutes les taxes et tout, c'est une connerie, tu vois, mais tout ce qu'on doit payer toi ou quoi, c'est compliqué, mais je sais que je vais pas le lâcher, que je lâcherai pas, tu vois. Mais si dès le début t'as envie de te lancer dans ce métier parce que t'aimes ça, mais que t'as un doute dès le début, ça va être très compliqué pour toi. Ok. Donc, mais si t'as aucun doute et que t'as envie de faire ça, mais fonce et régale-toi et t'aimeras ce métier. Tu seras peut-être pas très bien payé, mais tu l'aimeras ce métier. Mais c'est que même si t'as pas mal de trucs qui se passent quand tu t'allumes la télé, tu vois des trucs qui sont pas fous sur. C'est ça le truc. Tout ce qui concerne l'agriculture. Mais voilà, c'est pas forcément quelqu'un qui a un doute, mais voilà, qui se dit mais il se passe ça, faut y aller. Faut foncer, et si t'aimes vraiment ce métier, voilà, on en parlait en plus tout à l'heure aussi, c'est peu importe le salaire que tu prends, c'est si tu te lèves le matin en étant heureux de faire le métier que tu vas faire, en fait t'as la belle vie en fait. Mais c'est vraiment ça. C'est important, parce que toi se lever à 6h pour faire un métier que t'aimes pas, au bout d'un moment je pense que c'est compliqué, je pense que c'est compliqué. Ça devient lourd. Exactement, je pense que c'est compliqué. Après donc c'est vraiment truc que je vais faire et que je vais mourir dedans. Tu sais toi, même tu sais ce que tu veux faire, et même toi tu parlais de dans 10 ans
Toi, t'as peut-être une frise chronologique où tu sais quand tu veux faire les choses, et ça, je pense que c'est un truc qui est bien. Exactement. T'as dit, ouais, toi, en 2026, Nouvelle-Zélande, dans 10 ans, je veux faire ci, c'est important et c'est bien. Exactement, ouais, Ça montre la détermination. Aussi, c'est vraiment ça, quoi. Bon, bah, c'est bien. Bon, bah, on va retenir que, ouais, c'est l'amour du métier qui te motive au quotidien. C'est beau. Et en tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça s'est fait un peu à la dernière minute, mais honnêtement, c'était un épisode super intéressant. C'est un milieu que je connais pas forcément. Et ouais. Je pense que t'es une de mes seules références dans ce milieu-là, donc forcément. c'était intéressant d'en apprendre plus dessus. J'espère que l'épisode vous a plu. C'est Pomme. Bon, allez. Voilà, c'était en tout cas pour moi c'était très intéressant. J'espère que ça vous a intéressé aussi. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires et à mettre 5 étoiles au podcast si vous a plu sur votre plateforme d'écoute préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube, j'en passe. Et puis voilà, et moi je vous dis à très vite pour un prochain épisode. À bientôt.